Bon, autant le dire de suite, celui dont on va parler aujourd'hui est un monstre. Entre 1943 et 1945, au nom d'une idéologie délirante et avec l'aide d'une science pervertie, un homme va tuer ou mutiler des centaines voire des milliers de personnes, pour la plupart des enfants. Cet homme, c'est le docteur Mengele. Connu pour ses expériences médicales toutes plus inhumaines les unes que les autres, il est devenu la personnification de la barbarie nazie. Mais il ne représente pas que ça, il représente aussi l'injustice et l'impunité des criminels de guerre. Mais comment en arrive-t-on à un tel degré de cruauté et de sadisme? Et comment, après toutes ces horreurs, peut-on vivre une vie paisible sous le soleil d'Amérique du Sud? Qui était celui que l'on surnomme l'ange de la mort? Joseph Mengele naît le 16 mars 1911 à Günzburg, en Bavière. Il est l'aîné de 3 enfants de Karl et Walburga Mengele. Il a 2 autres frères, Karl et Alois. Les Mengele sont une riche famille d'industriels, spécialisés dans la fabrication de machines agricoles. Après une enfance assez banale, il ne brillait pas à l'école mais n'était pas non plus le dernier, il décide de se tourner vers la médecine. Il entre à l'université de médecine de Munich en 1930, et c'est là qu'il développe son intérêt pour la politique. Là-bas, il s'intéresse de plus en plus à un parti politique fondé 10 ans plus tôt, le NSDAP, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, abrégé en parti nazi. Mengele se retrouve beaucoup dans les idées que prônent les nazis, et leur chef, un certain Adolf Hitler, et choisit donc de les rejoindre. En 1935, il ressort avec en poche un doctorat en anthropologie, et depuis 1933, les nazis sont au pouvoir. Une aubaine pour lui, qui souhaite que la science contribue à l'essor du régime. 2 ans après, il part à Francfort, où il devient l'assistant d'Ottmar von Verschuur, un médecin eugéniste de l'Institut de biologie héréditaire et d'hygiène raciale. Non, c'est pas une blague, c'est le vrai nom du truc. Von Verschuur, c'est l'un aussi des théoriciens des lois de Nuremberg de 1935, qui en gros avaient pour but de protéger le sang allemand. En gros, ça plaçait la hiérarchie des races avec tout en haut, les Aryens. Et c'est lui qui va être le mentor de Mengele. Et c'est comme ça qu'en 1937, il rejoint l'ASS. En 1939, il épouse Irene Schönbein, juste avant que le 1er septembre, l'Allemagne n'envahisse la Pologne, marquant le début de la Seconde Guerre mondiale. Et lorsqu'en juin 1941, Hitler déclenche l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique, Mengele est envoyé sur le front et est affecté au sein de l'unité SS Viking en tant que médecin. Rapidement, il montre beaucoup de courage sur le front et s'illustre par des sauvetages héroïques de ses camarades, ce qui lui vaut d'être décoré de la Croix de Fer. Mais en 1942, il est blessé et doit être évacué vers l'Allemagne, où il est accueilli à Berlin en héros. C'est ici qu'il reprend ses travaux sur la génétique. Il est fasciné par les jumeaux, une fascination qui lui a été transmise par von Verschuur, et il pense que les jumeaux détiennent le secret pour avoir une meilleure fécondité. Un truc qui du coup pourrait servir pour que les femmes de sang germanique fassent plus d'enfants, donc ce qui pourrait être utile dans la logique nazie. Mais rapidement, il se heurte à un petit problème. Pour faire ses expériences, il a besoin de cobayes. Mais ça, c'est pas à Berlin qu'il va en trouver. Il sait alors que depuis peu, Hitler et ses comparses ont mis en place la solution finale, un projet visant à régler la question juive en Europe, avec la création de camps de concentration et d'extermination. Mengele sait que ces camps lui fourniront tous les cobayes dont il a besoin. Il se fait donc envoyer en 1943 dans le plus grand camp de concentration, Auschwitz. Il est d'abord affecté à la sélection. Sa tâche consiste à se placer à l'arrivée des trains de déportés qui arrivent chaque jour. Il se place devant la rangée de déportés avec ses bottes parfaitement cirées et sa blouse blanche qui recouvre un uniforme SS toujours repassé. Et il fait sa sélection. D'un simple signe de la main, il choisit qui servira de main-d'œuvre, de cobaye ou qui ira directement aux chambres à gaz. Il fait construire au cœur du camp, à 2 pas du crématorium, son laboratoire, le bloc 10. Et chaque jour, des trains bondés de juifs, de tziganes, d'homosexuels ou d'opposants politiques, venus de toute l'Europe, arrivent à la gare d'Auschwitz. Pour Mengele, c'est le moment de faire son marché. Ce qu'il cherche en priorité, ce sont des enfants et surtout des jumeaux. Mais il s'intéresse aussi aux nains et plus généralement à tous ceux ayant des particularités ou des difformités physiques. Pour mener à bien ses recherches, il va se lancer dans les expériences les plus cruelles qui soient. Il ampute des membres, prélève des organes, il injecte des substances chimiques dans le corps des déportés. Le tout la plupart du temps sur des enfants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était aussi fait sans anesthésie. Jamais. Son côté pervers et sadique se traduit aussi via son comportement vis-à-vis de ses futures victimes. Il donne des bonbons, des vêtements neufs, il fait même construire une aire de jeu devant son laboratoire, tout ça pour faire baisser la garde des enfants. Les enfants d'Auschwitz sont utilisés pour ces expériences. Par exemple, il leur injecte du colorant dans les yeux pour leur faire changer de couleur. Certains se voient paralysés par une piqûre à la colonne vertébrale, certains sont empoisonnés avec différentes substances,
D'autres se voient crever les yeux ou encore stérilisés. Il tente aussi de savoir au bout de combien de temps peut survivre un nouveau-né sans jamais avoir été nourri. Il tue un des jumeaux pour voir comment réagit le corps de l'autre, et c'est ainsi que pendant plusieurs mois, Mengele et d'autres médecins vont se livrer à ces expériences dans le bloc 10 du camp. Chaque enfant succombant à ces expériences sont disséqués, et des parties de leur corps sont envoyées aux quatre coins de l'Allemagne pour y être étudiées par les confrères de Mengele. C'est ainsi que certains rapports font mention de têtes d'enfants expédiées par Mengele. Car c'est une réalité, les nazis avaient réussi à pervertir toute la science en Allemagne. La plupart des médecins et des chercheurs adhéraient à l'idéologie nazie, et à l'eugénisme qui en découle. À son apogée, on estime qu'il avait pour ses expériences 5000 enfants à sa disposition. La plupart mourront. Mais alors pourquoi a-t-il fait toutes ces expériences ? On ne sait pas vraiment. On sait que son sadisme et son antisémitisme lui faisaient voir ses victimes comme des parasites à éliminer, et non comme des humains, il n'avait aucune limite. Il était sans doute rongé par une ambition débordante. Il voulait être le meilleur et révolutionner la science. Il n'avait donc plus aucune éthique et était prêt à tout pour pouvoir accomplir ce rêve et contribuer au Reich de Milan promis par Hitler. Mais justement, si on met de côté son sadisme, toutes ses horreurs, etc., est-ce que Mengele a apporté quelque chose à la science ? Eh bien aujourd'hui on s'accorde sur le fait que non, ce massacre commis au nom de la science n'a rien apporté à nos connaissances scientifiques. Pour l'Allemagne, ça commence à sentir mauvais. On est en 1945 et les Alliés ont débarqué un an auparavant en France. Et entre ça et les Soviétiques qui poussent à l'est de leur côté, l'étau se resserre. Même si l'Allemagne est perdue et que l'effondrement du Reich semble inéluctable, Mengele va mener à bien ses expériences jusqu'au bout. Dans la nuit du 17 janvier 1945, Mengele fuit le camp, 10 jours avant la libération par l'armée rouge, et laisse derrière lui un nombre de cadavres que nous ignorons encore aujourd'hui. Pour le Troisième Reich, c'est la fin. Hitler se suicide le 30 avril dans son bunker et l'Allemagne capitule le 8 mai. Pour Mengele, il faut se faire discret. Pour cela, il rejoint une unité de la Wehrmacht, mais il est arrêté en juin par l'armée américaine. Mengele va avoir une chance inouïe. Les Américains sont à la recherche des hauts dignitaires et des SS. Ils font alors défiler les prisonniers le bras levé pour tenter de les identifier, car les SS avaient tous une particularité qui permettait facilement de les reconnaître. Ils avaient tous leur groupe sanguin tatoué sous le bras. Tous, sauf Mengele, qui avait refusé ce tatouage quand il était entré dans la SS. Ce qui fait qu'il passe le poste de contrôle sans problème, et ce n'est que le début. Il tente de se faire oublier et devient ouvrier agricole et travaille pour son beau-frère. Il change physiquement, se laisse pousser les cheveux et la barbe, et est rejoint une fois par mois par sa femme et son fils né en 1944. Jusqu'en 1946 a lieu le procès de Nuremberg, où sont jugés les principaux responsables de la guerre et de tous les crimes contre l'humanité qui ont été commis. Mais Mengele ne se sent pas menacé, il vit sa vie tranquille, et pour le moment ce ne sont que des grands noms qui sont jugés, comme Göring ou Ribbentrop. Mais en 1948, c'est un tout autre procès qui s'ouvre. Celui-ci condamne, pour la plupart à mort, ceux ayant joué un rôle à Auschwitz, et parmi ceux-là, de nombreux médecins, des gardes SS, dont certains qui ont travaillé avec Mengele. Mais là il sent que ça va lui retomber dessus. Alors il décide en 1949 de fuir à nouveau. Il passe par la Suisse où il y récupère un faux passeport, passe par l'Italie avant d'embarquer pour l'Argentine. L'Argentine c'était alors l'Eldorado pour tous les nazis en cavale. Le gouvernement nationaliste et antisémite argentin couvrait sans problème ces criminels. C'est ainsi que Mengele peut s'installer sans problème à Buenos Aires sous le nom de Helmut Gregor. Il mène une vie tranquille et travaille dans l'entreprise d'un autre nazi caché en Argentine. Il y vit vraiment ses meilleures années. Il vit dans les quartiers aisés de la ville et se lie de relations avec beaucoup de monde, y compris beaucoup de nazis en fuite comme lui, comme Adolf Eichmann, logisticien de la solution finale. Personne ne le cherche et il prend rapidement ses aises. Pendant 10 ans, il va vivre tranquille en Argentine et il va même à l'ambassade d'Allemagne pour faire changer ses papiers. Il arrive devant les types de l'ambassade et leur dit « Voilà, je suis arrivé en Argentine sous une fausse identité et j'aimerais changer ça. Mon vrai nom, c'est Joseph Mengele. » Et il figure alors sur toutes les listes des criminels de guerre les plus recherchés. Mais personne ne fait le rapprochement. Alors il continue sa vie tranquille sous son vrai nom. Il fait même un voyage en Suisse pour y faire du ski, où il retrouve son fils qu'il n'a pas vu depuis des années. Mais sa vie de rêve va brusquement s'arrêter. Tout change pour lui en 1960. Son ami Adolf Eichmann est capturé par un commando du Mossad, les services secrets israéliens. Il est interrogé, jugé puis exécuté.
mais il n'a jamais révélé où pouvait se cacher Mengele. Mais craignant pour sa vie, Mengele décide de quitter l'Argentine pour le Paraguay en 1960. Il y passe quelques temps avant de passer au Brésil en 62, où il est hébergé dans une ferme détenue par un couple d'expatriés hongrois, Géza et Gita Stammer. Et pour faire ça, ils reçoivent beaucoup d'argent de la part de la famille Mengele, toujours en Allemagne. Et parallèlement à cette aide financière, la famille de Mengele continue de dire aux médias et aux policiers que pour eux, Joseph est mort depuis la fin de la guerre. En 74, après une dispute, il quitte les Stammer et part vivre seul dans une petite maison dans la banlieue de Sao Paulo. Il a désormais la soixantaine et sa santé décline. Il se place comme une victime dans les lettres qu'il continue d'envoyer à sa famille. Sa haine reprend le dessus, il devient paranoïaque et est rongé par ce qu'il juge être une punition qu'il ne mérite pas. Ses amis au Brésil et même son fils, qui vient lui rendre visite pour la première fois depuis son passage en Suisse, personne ne parvient, même dans un cadre privé, à lui faire avouer ses crimes. Jusqu'au bout, il s'est défendu d'avoir été un médecin exemplaire. Le 7 février 1979, Mengele a alors 67 ans, lorsqu'il descend à la plage avec un couple d'amis. Mengele part se baigner, mais il fait une crise cardiaque et meurt noyé. L'un des plus grands criminels de guerre de l'histoire meurt ainsi, sur une plage brésilienne à des milliers de kilomètres de ces scènes de crime, après 35 ans de cavale sans jamais avoir été jugé. Pendant toutes ces années, il a été couvert par sa riche famille, qui a usé de son influence et de sa fortune pour garder le secret. En tout, on pense que 40 personnes savaient précisément où était Mengele, sans que personne ne parle. Finalement, personne ne l'a vraiment cherché. Les Israéliens se sont intéressés à lui quelques temps, à peu près au même moment où ils ont arrêté Eichmann. Les Américains et les Soviétiques étaient tellement occupés avec la guerre froide, et les autorités d'Allemagne de l'Ouest, eux, cherchaient sans vraiment y mettre de bonne volonté. Mais en 79, le grand public ne sait pas qu'il est mort, et il faudra attendre plusieurs années, en 1985, pour qu'une perquisition ait lieu chez un proche des Mengele en Allemagne. C'est là que l'on découvre toutes les lettres échangées depuis des années, toutes signées de son vrai nom. La dernière intrigue, elle n'est pas écrite de la main de Mengele, et elle parle de sa mort. Et il serait enterré sous un faux nom au Brésil. Le 6 juin 85, les restes sont exhumés, mais il faudra attendre 1992 pour que des analyses génétiques mettent fin au mystère. Ces restes sont bien ceux de l'ange de la mort d'Auschwitz. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était pas un sujet très joyeux, c'est vrai, mais vous pouvez quand même penser à mettre un like, un commentaire, à vous abonner, à partager, à me suivre sur Twitter ou encore Instagram, à me soutenir sur Utip en souscrivant à la chaîne, et moi je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.